Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et puis finalement l'opportunité de venir discuter un peu chirurgie avec vous. Alors moi, je fais essentiellement de la chirurgie du pied et de la cheville au RHNE. Et du coup, je vais essayer de vous parler peut-être un peu plus, de donner un peu plus technique sur les amputations autour du pied, puis finalement en remontant progressivement vers la hanche. À l'heure actuelle, 85% des amputations non traumatiques en Europe concernent un patient diabétique. L'OMS anticipe une hausse de 51% des problématiques et des complications liées au pied diabétique. Au cours de cette présentation, nous tenterons de répondre à 3 questions clés. La première étant finalement pourquoi et quand devons-nous envisager une amputation. La deuxième, c'est comment optimiser notre geste chirurgical. Et enfin, comment prévenir l'amputation initiale et éviter les récidives grâce à une approche pluridisciplinaire des stratégies de dépistage précoce. Alors, l'incidence annuelle des amputations majeures est de 2,5 pour 1000 environ, une amputation pour 400 personnes vivant avec un diabète contre 0,1 pour 1000 dans la population générale. Le risque est donc multiplié par 25, comme l'avait déjà annoncé Olivier. Les amputations touchent essentiellement le pied. Cependant, 10% restent des amputations supragéniculées. La triade pathogénique à l'origine, finalement, de cette évolution est essentiellement la neuropathie périphérique, avec la perte du système d'alarme, mais aussi les déformations, on va dire, neuro-induites, puisque finalement, toutes les pertes de haubans tendineux et de contractures des muscles propres du pied entraînent des déformations à type de griffe ou d'hallux rigidus. Le deuxième pathogène étant vasculaire, avec une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, associée à une médiacalcose, et finalement des délais de cicatrisation presque triplés. Puis enfin, une immunodéficience fonctionnelle en lien avec un chimiotactisme leucocytaire amoindri dans le cadre de ces infections. Un ulcère plantaire évolue vers l'ostéite dans 30% des cas, en moins de 4 semaines, et le risque d'amputation est majeur à 6 semaines, puisqu'il est dès lors de 20%. Alors les indications, Olivier en a parlé déjà, mais en gros, elles se résument sur 3 grands pans, avec d'une part l'ischémie critique, l'infection sévère, avec une apogée dans les fasciites nécrosantes ou gangrènes gazeuses, et enfin l'échec du traitement conservateur et la multiplicité des plaies chroniques. Alors pour ce qui est du bilan préopératoire, on a l'habitude de réaliser celui-ci sur une checklist en 6 volets, on va dire ça comme ça, en touchant tout d'abord le pan vasculaire avec une mesure de l'IPS qui peut malheureusement être faussement normale dans le cas de médiacalcose. Elle est toujours associée pour nous à une mesure de TCPO2, puisque le pronostic en lien direct avec la cicatrisation y est lié. En effet, une TCPO2 supérieure à 30 mm de mercure nous permet de croire en une cicatrisation possible, alors qu'inférieure à 20, elle ne nous permettra pas de cicatriser la peau. Le bilan d'imagerie est, comme l'a dit Olivier, à la recherche d'une problématique d'ostéite ou d'ostéomyélite. Les radios standards font partie effectivement du premier bilan. La spécificité est effectivement aux alentours de 50%. Et finalement, les premiers signes ne se voient qu'à partir de la 2e semaine. L'IRM reste donc le gold standard, avec une sensibilité proche de 90% et une spécificité de 85%. La scintigraphie au leucocyte marqué, alors ce n'est pas l'examen qu'on fera tous les jours, mais malgré tout peut nous apporter un plus dans certains cas, puisqu'il est parfois difficile de faire la part des choses entre un pied de charcot en période inflammatoire et une problématique infectieuse. Alors la scintille au leuco marqué permet parfois de faire la différenciation. Pour compléter le bilan, il y a une évaluation nutritionnelle, et essentiellement la recherche d'une malnutrition. L'albumine est un marqueur sérique qui nous intéresse, puisqu'il est associé finalement à une problématique de cicatrisation et un risque infectieux marqué, puisque finalement lorsque l'inférieur à 30 grammes par litre, on multiplie par 2 le risque d'infection post-opératoire. D'un point de vue
plus fonctionnelle et psychologique, une évaluation du domicile est réalisée, de même que de voir si finalement l'entourage du patient pourra supporter avec lui la problématique de mobilité et de motricité liée aux gestes que nous réaliserons. Enfin, le plus souvent oublié, la problématique cardio-respiratoire, en fait, finalement directement en lien avec l'atteinte macro-angiopathique, puisque finalement 40% de nos patients présentent des coronaropathies silencieuses. Du coup, on réalise classiquement ECG, plus ou moins échographie. L'idée étant de voir dans quel score ASA nous pouvons classer notre patient pour le geste d'anesthésie. Alors, effectivement, nous parlerons maintenant des problématiques en lien avec le niveau d'amputation, et c'est là où finalement l'évaluation multidisciplinaire prend tout son sens. En effet, il faut trouver un équilibre entre viabilité tissulaire et préservation fonctionnelle. Bien sûr qu'il nous faudra toujours privilégier le niveau le plus distal possible, parce que même si effectivement l'idée de garder un maximum de longueur peut être attractif, parfois il est aussi de valeur pronostique décevante, puisque entraînerait une récidive et un nouveau geste, une reprise chirurgicale qui grèverait le pronostic. Du coup, les enjeux sont assez bien présentés finalement sur la vignette à droite. En effet, il faut que le moignon au niveau de coupe soit viable et permette finalement un appareillage, pour autant que ce soit possible chez ce patient. Le type d'appareillage doit déjà plus ou moins être on va dire prémédiqué. La dépense énergétique, et ça c'est très important parce que effectivement, quand on pense aux amputations, on voit aussi le jeune patient mobile, mais c'est souvent des personnes âgées, en difficulté déjà sur tout un pan d'autres pathologies. Et penser à un appareillage avec une amputation, on va dire transfémorale chez une personne de plus de 80 ans, me semble déjà très compromis. Et puis par ailleurs, pour ce qui est du maintien à domicile, la mobilité avec ou sans prothèse doit être évaluée. C'est sûr qu'une amputation transmétatarsienne permettra un appui terminal que ne permettra pas, par exemple, une amputation sous Lamburgès. Alors voilà, l'idée c'est de vous présenter alors là des choses un peu plus techniques, chirurgicales, avec deux pans, disons les grands principes chirurgicaux, puis après par niveau de discuter un peu quels sont les enjeux techniques, mais aussi les enjeux fonctionnels et pronostiques pour nos patients. Donc pour nous, finalement, afin d'améliorer finalement le pronostic de nos patients, l'idée c'était d'arriver à voir quels étaient les principes de bonne pratique au cours du geste chirurgical. Alors, ça, les collègues avec qui on travaille au bloc opératoire le savent, on est assez rigoureux sur la viabilité tissulaire, la zone de coupe et notre capacité péropératoire à ménager les tissus. Il est alors fortement recommandé de bien délimiter ces zones de coupe et de les réfléchir pour voir quel sera leur impact finalement dans l'appareillage. Voilà, toute nécrose laissée en place expose à une reprise chirurgicale, laquelle double la mortalité à 1 an. Pour le reste, on essaie de se mettre en zone saine, puis on évalue finalement quelle est la viabilité des tissus qui nous restent pour justement créer des lambeaux qui nous permettent finalement d'avoir un moignon bien vascularisé. On préfère évidemment des lambeaux qui sont plutôt postérieurs ou plantaires, puisqu'ils supportent 3 fois plus la pression par rapport à un lambeau de peau, on va dire, antérieure ou de peau mince. La cicatrisation est là aussi beaucoup plus rapide si on a un appui et une vascularisation transmusculaire. S'il manque du tissu, mieux vaut encore proximaliser le niveau de coupe. C'est pour ça que je vous disais que finalement, parfois, la longueur, ce n'était pas forcément la chose la plus évidente pour le pronostic. C'était d'arriver à se retrouver dans une zone de coupe où finalement on arrive à confectionner un moignon qualitatif tout en permettant finalement une bonne cicatrisation. Les choses qui nous importent aussi pendant le temps chirurgical et quel que soit le niveau finalement de coupe, c'est comment gérer, on va dire, la section des nerfs, ce qu'on appelle nous la neurectomie.
Elle doit être effectivement franche. On essaie d'enfouir le reliquat de nerf plus proximalement, environ 2 cm au-dessus de notre niveau de coupe. On essaie de l'enfouir dans du tissu graisseux. Si on ne peut pas, alors certains artifices nous permettent de le mettre dans des manchons veineux, de telle sorte qu'en fait, il ne développe pas de névrome. L'idée, avant toute section, ça serait d'aller infiltrer avec des anesthésiques de longue durée, associés ou pas à des corticoïdes, le nerf avant la section, puisque la mémoire douloureuse fait foi, et du coup, si on peut le faire en début de chirurgie et faire la section plus tard, ça permet effectivement de ne plus avoir ces douleurs post-opératoires excessivement marquées. Par ailleurs, le fait d'enfouir le reliquat et la tranche de coupe du nerf permet d'éviter 70% des névromes et diminue près de 25% les douleurs du membre fantôme lorsqu'on se retrouve sur des niveaux de coupe plus hauts situés, notamment en supragéniculé. Alors pour ce qui est des niveaux de coupe, alors il y a la coupe osseuse. Au pied, c'est toujours un peu plus compliqué puisque finalement il y a plus de segments à gérer, mais l'idée est toujours la même. Alors il ne faut pas faire chauffer l'os lorsqu'on coupe, on coupe avec une scie à moteur. Maintenant, avant c'était avec une scie Gilly, mais ça a tendance à faire chauffer l'os et ça fait des nécroses en butée de scie. Donc on essaie de faire ça sous irrigation. La coupe, elle doit être nette et avec un biseautage qui doit éviter toute esquille. La Limaos, c'est pour ça que j'ai mis la photo à côté, elle permet effectivement d'arrondir les coupes franches. Il faut exclure toute saillie osseuse et les esquilles sont synonymes d'appui et finalement d'ulcère à terme et de reprise. Donc pour nous, très important de respecter finalement l'os quand on le coupe, mais aussi de le façonner pour qu'il ait le moins de côté saillant, on va dire, dans les zones de charge ou d'appui pour les emboîtures de prothèses. Pour le reste, je vous ai fait quelques mots sur les myodèses et myoplasties. Alors l'idée, c'est comment est-ce qu'on amarre, une fois qu'on a fait nos sections osseuses, comment est-ce qu'on amarre le volume musculaire à l'os ou comment est-ce qu'on va capitonner finalement les saillies osseuses. Deux façons de faire. La myodèse, c'est lorsque l'on vient amarrer directement le tissu musculaire à l'os. C'est quelque chose de beaucoup plus stable et qui permet finalement d'améliorer le contrôle proprioceptif et pour ceux qui ceux qui finalement réalisent des emboîtures ont beaucoup plus de facilité finalement avec un moignon qui est beaucoup plus stable et qui n'aura pas tendance à bouger dans l'emboîture. L'idée, c'est que dès qu'on peut, on réalise des myodèses, mais la problématique est que bien souvent, nos patients étant vasculaires, la myodèse a une tendance à ischémier les tissus. Alors c'est vrai que c'est parfois l'obligation vasculaire de réaliser des myoplasties, c'est-à-dire qu'on vient suturer les lambeaux musculaires bord à bord sans les mettre directement amarrés à l'os. Ça fait des contraintes en cisaillement, c'est un peu plus pénible pour la proprioception du moignon, mais malgré tout, c'est ce qui permet d'éviter des nécroses de lambeaux. Et pour beaucoup de patients vasculaires, alors peut-être même plus chez le vasculaire, on est obligé de passer par des myoplasties plus que des myodèses. Une myodèse bien tendue permet quand même d'améliorer de 8% la consommation d'O2 à la marche. Pour le reste, la fermeture cutanée, et ça je pense que pour ceux qui les suivent, nos patients amputés, c'est quelque chose d'assez difficile à gérer parce que ça va aider à la cicatrisation, une cicatrisation qui n'est pas toujours facile. Et puis on a des gros red flags où finalement nous, comme chirurgiens, on se dit que on voudrait pas. Alors par exemple, c'est ce que je vous ai mis, les deux photos à gauche là, où c'est des fermetures sous tension, ou alors excessivement ischémiantes. Le type de fil, le type de nœud, et la façon dont on manipule, même péropératoire, les lambeaux myocutanés, induit finalement des grosses problématiques de cicatrisation. Du coup, alors, dès que nous on le peut dans le service, ce qu'on fait, c'est qu'on réalise des chirurgies intradermiques, puisqu'on diminue ainsi l'ischémie tissulaire et améliore la cicatrisation cutanée en répartissant le plus homogènement possible finalement les zones de tension. Alors voilà, aussi péropératoire dans la mesure du possible, on essaie de modeler notre moignon
pour aller dans le sens d'un appareillage. Alors, tant que les tissus nous permettent, ce n'est pas toujours le cas. J'ai mis ici 3 exemples finalement de moignons qui ne répondent pas à nos désirs en fait d'appareillage dans un second temps, même la propulsion pour la marche. Alors vous voyez l'amputation transmétatarsienne à gauche et puis 2 Burgess, même si ce n'est pas des Burgess réels, là, plutôt en gueule de requin. Mais disons, malgré tout, l'idée étant d'avoir pour les supragéniculés ou même sous-géniculés type Burgess, d'avoir une emboîture qui soit plutôt conique, plutôt que cylindrique. Et pour ce qui est du pied, l'idée c'est de pouvoir le chausser le plus facilement possible, en gardant de la longueur, oui, mais plutôt sur le premier rayon, pour favoriser la propulsion. Et puis finalement, après, de faciliter tous les modelages qui seront faits post-opératoires. Donc voilà, pour nous, même la gestion des tissus musculaires, alors notamment pour les sous-géniculés, l'idée étant vraiment d'arriver à faire un moyen bien stable et qui aura une forme plutôt conique pour favoriser l'emboîture. Enfin, voilà, le pansement péropératoire, alors c'est pas le même qui est réalisé par la suite pour modeler le moignon. C'est un pansement qui finalement doit être non ischémiant, absorbant et protégé des impacts. Alors là j'ai mis une des techniques qu'on a, mais en gros on retiendra qu'on met énormément de watts et puis qu'on le fera finalement assez régulièrement avec malgré tout un suivi à l'hôpital régulier, aux 48 heures en tout cas. Alors, j'ai pas parlé beaucoup des drains. Alors, dans les problématiques septiques, on essaie justement de ne pas avoir à drainer parce qu'on essaie de se mettre en tissu sain. Mais c'est vrai que dans les problématiques, alors c'est plus traumatique, on a tendance à mettre 1 voire 2 drains pour éviter les hématomes, on va dire, en zone morte, en regard du moyen d'amputation. Enfin voilà, en gros l'un des grands principes c'est justement ça, c'est de ne pas y retourner. Alors c'est pas 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, là on essaie d'y aller sur one shot. Voilà. J'avais d'autres images que j'aurais pu vous mettre là, mais j'ai pas mis. L'idée effectivement, on l'a vu, c'est que le pronostic c'est excessivement grévé lorsqu'il y a une reprise. C'est presque 45% d'échecs de cicatrisation en cas de reprise et une augmentation de durée de séjour à l'hôpital d'environ 7 jours, soit à peu près 12 000 francs de coûts hospitaliers augmentés par cas et par passage au bloc. Donc one shot, well done. Pas forcément 20 fois sur le métier. Alors là j'ai fait un peu de biomécanique parce que, essentiellement pour le pied, mais aussi pour le reste, vous verrez, il est bien important de comprendre en fait les grands mouvements qui régissent, on va dire, les mobilités de la cheville et du pied. En simplifiant, on va se dire qu'il y a les mouvements de flexion-extension et puis les mouvements combinés que sont l'inversion-l'éversion. Ceux-ci sont gérés par des haubans tendineux qui sont extrinsèques au pied pour la plupart et j'en ai retenu 4, 5 on va dire, pour équilibrer finalement nos moignons d'amputation au pied et à la cheville. Du coup, je vous ai mis sur les radios à droite les zones d'insertion, ou terminaison des tendons extrinsèques. Alors les tendons extrinsèques, on va dire on a les fléchisseurs dorsaux, le seul c'est le tibia antérieur. Alors il y a les secondaires que sont les extenseurs d'orteil, les extenseurs de l'hallux, mais disons le plus puissant c'est celui-là. Les fléchisseurs plantaires, alors là il y en a un paquet, tendon d'Achille, tibial postérieur, tendon fibulaire. Et ça, déjà, cette inéquité de traitement entre la flexion et l'extension, vous verrez que ça entraîne quand même passablement de gestes associés à nos gestes d'amputation. Et puis enfin, il y a le groupe des éverseurs avec les tendons fibulaires. Et puis les inverseurs que sont essentiellement le tibial postérieur et le tibial antérieur. Le tendon d'Achille a un moment de force qui a tendance à variser aussi l'arrière-pied. J'ai mis leurs zones d'insertion parce qu'en fait, en fonction du niveau où on va couper, il faudra qu'on arrive à les gérer. Donc vous voyez que dès qu'on se retrouve au niveau du lisfranc, il va falloir déjà balancer les haubans pour arriver à bien équilibrer son moignon. Pour le reste, ce qui est essentiellement contraint au niveau du pied, c'est les zones de charge. Et, alors que le pied soit plat, creux ou physiologique, finalement, la répartition des charges est différente en fonction de son architecture, de sa morphologie, mais malgré tout, l'idée étant d'arriver à, on va dire,
aplanir au maximum les zones de charge et de retrouver une palette d'appui qui soit gérable, alors soit par le boutier orthopédiste, soit par le patient de manière simple sur des petites marches courtes au domicile. On doit effectivement arriver à garantir au niveau de l'avant-pied une espèce d'homogénéité de la parabole du clavier métatarsien. Alors ça a été décrit par le lièvre et puis par Maestro, mais disons l'idée c'est d'avoir une décrémence métatarsienne entre le premier et puis le cinquième, de manière assez homogène, dans un plan comme dans un autre, c'est-à-dire qu'en fait, une tête métatarsienne trop basse par rapport à une autre entraînerait effectivement un hyperappui. De même que, alors je vous ai mis une photo un peu, voilà, presque choquante, d'une amputation, alors c'était serrurière, indirectement, on l'a vu à Genève, ce patient-là, et finalement, voilà, on s'est retrouvé avec 2 orteils à la fin. Et concrètement, ça posait la problématique en fait de ces zones de charge. Et c'était un des grands facteurs chez lui de la reprise. Ça s'est fini avec une transmétatarsienne. Parce qu'en fait, même si les 2 orteils étaient viables, il n'y avait pas de plaie, mais le risque finalement de développer un hyperappui et de finir avec une infection, puis ainsi de suite, puis finalement peut-être perdre pas un niveau mais 2, malgré tout, nous a amené à faire une amputation, on va dire, préventive, transmétatarsienne. Voilà. Donc en gros, même l'épargne en termes du nombre d'orteils et ainsi de suite n'est pas toujours une bonne idée. L'idée étant effectivement de bien harmoniser les zones de charge et d'éviter en fait les troubles architecturaux qui pourraient entraîner des surpressions, que ce soit l'hallux valgus, l'hallux rigidus ou les griffes d'orteil, le pied creux ou ainsi de suite. Et bien sûr, cette fois, on ne parle plus d'architecture dynamique comme on a pu parler pour les haubans tendineux, mais d'architecture et de stabilité statique. Donc c'est les 2 grands éléments qu'il nous faut balancer sur les gestes d'amputation autour du pied. Alors j'ai essayé de diviser les amputations finalement en amputations qui permettent de garder un appui terminal direct des autres. Alors là ce sont l'apanage des amputations finalement au niveau des orteils, alors que ce soit transphalangiens ou métatarso-phalangiens. L'idée, c'est de réaliser ces gestes sur des lésions ulcérées au niveau des orteils. On va dire qu'une lésion unique. L'idée étant d'éviter une ascension, comme on a pu le voir sur les images d'Olivier, qui est une progression ascensionnelle finalement de la charge infectieuse. Pour nous, le geste n'est pas si compliqué. Il n'empêche que malgré tout, ça reste quelque chose d'assez technique, puisque la cicatrisation est souvent difficile, puisque la vascularisation est assez précaire. Et ce qui va être plus challenging pour nous, c'est d'arriver à garder une bonne homogénéité des pressions au sol. Et pour ça, en plus du geste d'amputation, bien souvent, il nous faut faire des allongements de tendons pour des griffes associées ou ainsi de suite. Et si vous le voyez, je pense souvent au cabinet, la problématique de l'équin chez ces patients qui sont parfois peu mobiles, entraîne des surcharges au niveau de l'avant-pied et au niveau des têtes métatarsiennes. Donc bien souvent, on y associe, en tout cas, un geste d'allongement du tendon d'Achille pour permettre de diminuer les pressions à l'avant du pied. Alors, l'option d'après, effectivement, étant transmétatarsienne ou en désarticulant le lisfranc, c'est une problématique, là aussi, qui sera dynamique, puisque finalement, il nous faut arriver à équilibrer les releveurs du pied et la propulsion. La propulsion qui était quand même garante pour près de 30% au niveau du gros orteil. Enfin, le lever antérieur permet la propulsion du pied, puisqu'on a finalement un schéma de marche avec un appui talonnier premier et une propulsion sur l'avant du pied. L'idée là aussi, c'est d'arriver à éviter la position du moignon en varus équin. Donc il faut parfois faire des hémitransferts du jambier antérieur, ou alors peut-être parfois même bloquer finalement les articulations plus proximales pour arriver à ce qu'on ait là aussi une répartition de la charge assez harmonieuse. Bien souvent, voire même quasi systématiquement, un geste d'allongement d'Achille est associé pour arriver à avoir un pied à 90 degrés par rapport au sol. Voilà, là c'est le dernier niveau où on peut garder un appui terminal direct. Et vous verrez que malgré tout, même appui terminal direct, lorsqu'on parle d'un sign par exemple, c'est compliqué parce que là c'est bancal. Il faut
que ce soit à flanc de colline. L'idée étant de garder l'appui terminal direct pour les personnes plus âgées, justement la nuit quand on se lève pour aller aux toilettes et ainsi de suite. En gros, c'est quand même une grande facilité pour le maintien à domicile. Et puis il y a trois gestes qui permettent autour de la cheville finalement d'avoir cet appui. Alors la désarticulation de Chopard est finalement le niveau le plus distal. On l'associe maintenant très très souvent à des arthrodèses justement pour stabiliser les articulations sous-talaires et tibiotalaires. Les transferts tendineux chez nos pauvres patients diabétiques, c'est quand même assez rare de les faire aussi proximal puisque les bras de levier sont très courts. On n'a pas de perte de hauteur, ce qui est plus le cas avec Pirogov et Syme, où finalement l'idée c'est autour de la cheville d'arriver à garder la coque talonnière. Ça c'est un grand facteur pronostic, c'est d'avoir finalement une coque talonnière bien vascularisée et d'arriver de pouvoir modeler finalement un moignon qui sera appariable pour le reste. Parce que les problématiques pour Pirogov et Syme, c'est d'avoir des moignons très empâtés, difficilement chaussables. Voilà. Le Syme, alors bien souvent la discussion se fait entre un Syme et puis finalement une amputation transtibiale plus classique, on va dire de type Burgess. Ça va dépendre finalement de l'âge du patient et puis de ses possibilités d'adaptation au domicile. Voilà, ça c'est l'amputation, on va dire, la plus classique, puisqu'elle se situe donc au niveau transtibial. Je vous ai volontairement parlé du Burgess. Il y en a une autre qui est en fait une amputation en gueule de requin qu'on garde plutôt pour les patients vasculaires parce que plus difficilement appareillable. Donc j'ai préféré vous parler de Burgess. Burgess, c'est une amputation transtibiale qu'on réalise habituellement entre 12 et 15 cm en dessous de l'interligne géniculée pour la coupe au tibia, puis 2 cm un peu plus haut pour la coupe au niveau de la fibula. L'idée, c'est de bénéficier d'un volumineux lambeau myocutané qui permet finalement d'avoir un moignon qualitatif, stable si on arrive à faire une bonne myodèse au niveau du tibia, et finalement une emboîture assez facilitée par un moignon plus conique. Alors là indirectement il est un peu... Ouais, on voit que malgré tout il commence déjà à prendre forme. L'idée c'est de garder l'articulation du genou, puisque ça permet finalement un coût énergétique moindre pour ces patients. La difficulté se situe pour nous techniquement dans la gestion de la fibula, puisque si on la coupe, ou si on est sur un niveau de coupe trop proximal, la membrane interosseuse qui unit le tibia et la fibula n'étant plus là, on a une abduction fibulaire qui peut faire problématique, notamment pour son conflit avec les emboîtures de prothèses. J'ai mis l'amputation de Gritti parce que, alors pour le patient plus jeune, elle fait sens. En tout cas, elle permet quand même, malgré tout, des améliorations franches par rapport à une transfémorale plus haute. L'idée de l'amputation selon Gritti-Stokes, c'est d'arriver à garder quasi l'entièreté du fémur et de proposer un moignon porteur, dans le sens où finalement on va réussir à faire basculer la rotule et le tendon quadricipital en émondant bien sûr la surface articulaire tant fémorale que patellaire pour faire une arthrodèse fémoro-patellaire qui permettra finalement d'avoir un moignon bien stable et où les gens pourront même alors se déplacer à genoux au domicile. L'idée c'est quand même de diminuer le coût énergétique et de garder un maximum de longueur comme bras de levier pour les fléchisseurs et extenseurs de hanches. La problématique se situe toujours avec le grand adducteur, puisque notre niveau de coupe doit se situer juste en distalité de ce dernier. Sinon, comme vous le verrez par la suite, en transfémoral, on est plus embêté, puis on a des abductions fixées, des moignons qui permettent difficilement après l'appareillage. Le coût énergétique est quand même assez marqué. C'est pour ça que des patients avec un état général délabré, ce n'est pas forcément un geste qu'on réalisera là. Le risque étant effectivement dans la pseudarthrodèse fémoro-patellaire,
Et finalement, ce qui est difficile pour, j'imagine, vos gestes après d'appareillage, c'est que si on a trop de longueur, alors pour la marche c'est compliqué, puisque finalement on va avoir, pour autant que le patient ait le genou contralatéral, si on a un trop grand décalage entre le genou, le niveau de l'interligne du genou à gauche par rapport à droite, le passage du pas est très compliqué. Donc pour nous, c'est vrai qu'il faut arriver à remonter quand même passablement la coupe et à bien émonder la rotule pour se retrouver avec 7-8 cm au moins de fémur en moins. Je sais pas si ça passe pas. Yes. Là, c'est le dernier niveau dont je vais parler, puisque je ne vais pas parler de la désarticulation de hanche ni des hémipelvectomies, pelvectomie, car à mon avis hors sujet, puis beaucoup trop compliqué. L'idée là, c'est finalement le dernier niveau qui s'entend chez nos patients grabataires. Le taux d'appareillage d'un niveau transfémoral reste très très faible chez les personnes de plus de 80 ans, et c'est chez ceux-là souvent qu'on se retrouve. Hein. Je reprends toujours, c'est le diabétique et c'est pas le traumatique. Donc du coup, on se retrouve quand même avec un taux d'appareillage faible et finalement une lourdeur du geste opératoire assez marquée. Ça saigne, alors, tant mieux quand ça saigne, mais avec le geste en soi il est beaucoup plus lourd. La gestion du nerf sciatique est compliquée, les douleurs post-opératoires sont nombreuses, on se retrouve avec quand même passablement de douleurs du membre fantôme, malgré une gestion rigoureuse des troncs nerveux. Il n'empêche qu'en plus de ça, plus on va monter en fémoral, plus la gestion des haubans musculaires qui sont forts à ce niveau-là va être compliquée, tant pour l'adducteur, mais aussi la gestion du moyen fessier et on va dire des disbalances entre les fléchisseurs et extenseurs de hanche, notamment le quadriceps par rapport aux ischio-jambiers, ça va être assez. Plus on va monter, plus c'est compliqué. On se dit que en dessous de 12 cm de longueur fémorale, alors l'appareillage est quasi impossible et même la station en position assise devient compliquée. Donc c'est vrai que, alors l'avantage par rapport à la désarticulation de hanche, ça sera effectivement la possibilité de tenir une station assise, mais c'est vrai que la mobilité, elle reste catastrophique dès qu'on passe au-dessus. Enfin, j'en ai pour aller dans le sens d'Olivier, c'est sûr que voilà, je voulais vous en parler rapidement. La problématique de damage control dans les cas infectieux nécessite parfois des amputations de type guillotine, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, il faut diminuer la charge, on va dire, infectieuse rapidement pour permettre de pérenniser un pronostic vital qui soit cohérent. Olivier en a parlé, c'est plutôt dans les cas de fascite nécrosante ou gangrène gazeuse où on se retrouve malgré tout à devoir réaliser un geste dans les 6 heures sans le plénum de la multidisciplinarité pour effectivement sauver la vie du patient. Donc ça nous arrive assez, alors pas régulièrement, mais malgré tout de faire ces amputations en 2 temps, où finalement on vient, on enlève la partie qui est nécrosée ou trop infectée, et on laisse tout ouvert pour que finalement les tissus puissent couler, et que malgré tout on ait diminué cette charge infectieuse. On reviendra dans un deuxième temps sur un niveau plus proximal pour confectionner le moignon. L'idée étant là de sauver plus la vie que de sauver des tissus, mais sans geste, on sait que la mortalité à 6 heures, c'est 30 à 40%. Donc en gros, pour ce qui est des résultats, alors la mortalité, Olivier en a parlé, la mortalité à 5 ans d'une amputation majeure, c'est sur les derniers papiers presque 70% de décès. Et pour un pied ulcéré, c'est 30%. Donc en gros, on traite quand même des patients qui sont déjà bien malades. Et puis malgré tout, la reprise de la marche ne sera pas toujours si aisée que ça, puisque finalement une amputation transtibiale, ça sera entre 60 et 80% de reprise de la marche, toujours à adapter finalement à l'âge et à l'état préopératoire. Et puis en transfémoral, on voit qu'on chute grandement finalement les taux de reprise de marche avec appareillage. Le taux de réamputation à 3 ans est de 34%, donc on a un tiers des patients qu'on reprendra. C'est presque la chirurgie vasculaire là. Mais tout à coup, ce qu'on voit, c'est que le pronostic de nos patients,
se tient finalement avec un peu de données, mais malgré tout, voilà, une hémoglobine glyquée supérieure à 9, une insuffisance rénale, une dénutrition, l'isolement social ou la fonction préopératoire, mais aussi les lésions macrovasculaires, ce qu'on a vu pour les coronaropathies silencieuses qui touchent presque 40% des patients qu'on amène au bloc opératoire. Du coup, je rebondis encore une fois, c'est comme pour Olivier, la chose étant effectivement de prévenir plutôt que de guérir, puisque on sait que la possibilité de traiter nos patients en amont finalement de la complication passe par une prévention de tous les jours. Alors effectivement, il faut identifier les pieds à risque, c'est ces pieds avec des neuropathies, une atteinte vasculaire, ou une ulcération ou des antécédents d'amputation. Leur apprendre à inspecter des lésions cutanées avec un miroir pour qu'ils puissent au domicile aussi faire une auto-inspection. Nous, au cabinet, les voir régulièrement. Alors tout est déjà, on va dire, codifié pour ce qui est des différents passages. Et puis, malgré tout, alors là aussi, c'est du bon sens, mais pour ce qui est des chaussures orthopédiques, il faut pouvoir les contrôler régulièrement. Quand on vient au cabinet puis que finalement on voit que les chaussures sont complètement défoncées, alors les chaussures ont beau être orthopédiques, mais c'est juste qu'elles ne le deviennent plus au bout d'un moment, parce que voilà. Donc oui, il y a la problématique financière sous-jacente, on peut l'entendre, mais malgré tout, c'est vrai que le premier pansement étant la chaussure, on va dire ça comme ça. Puis après, il y a tous les facteurs de risque à traiter, associés, qui sont l'arrêt du tabac, les problématiques de mycose et d'intertrigo, enfin voilà. En gros, on a vu qu'un programme structuré permet quand même d'améliorer de 49% les ulcères et diminuer de 85% le nombre d'amputations mineures. À nouveau, l'OMS avait rédigé un pen pour le pied diabétique, alors Olivier en a parlé, mais pour nous, ça fait du sens aussi de vous montrer ça parce que, voilà, en plus du dépistage, si on arrive à créer un parcours de soins structuré, en engageant finalement toutes les spécialités médicales et paramédicales, on arrive à créer quand même des chemins qui permettent quand même de diminuer de 30% les réamputations et entre 18 et 22% de mortalité en moins. Donc en gros, effectivement, voilà, il y a le dépistage annuel, où on essaie de codifier, stratifier le risque, puis avec des filières dédiées pour, en gros, les problématiques d'ulcères, mais aussi l'accès au bloc opératoire. Et on le sait que pour nous, c'est pas toujours évident d'y aller vite et en qualité. Puis enfin, la prise en charge multidisciplinaire, où chaque intervenant doit être finalement interrogé, puis interpellé. Et enfin, la rééducation et le suivi régulier finalement de ces patients-là. Alors, l'amputation n'est pas un échec, mais parfois la seule solution pour sauver la vie et préserver la fonction. Son succès tient en 3 verbes pour nous. Anticiper, c'est plutôt pour le niveau. Optimiser, ça c'est pour la technique chirurgicale. Et puis enfin, prévenir, ça pour la récidive. En somme, nous devons privilégier une décision collégiale, l'exécution rigoureuse du geste et la multidisciplinarité. Nos points de développement visent à systématiser la prévention et la filière courte pour le pied diabétique. Je vous ai mis du coup un peu de littérature aussi. Et puis du coup je vous remercie pour l'accueil.